Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, deuxième volet de cette semaine sur les réformes de l'éducation avec notre dossier qui sera consacré à l'ère du numérique avec un focus sur les cas du Tchad et du Sénégal. Au programme également de cette émission, la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, renonce à un second mandat. Et en Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, l'ancienne première dame, a comparu lundi au tribunal d'Abidjan lors de l'ouverture de la session d'assises de son procès pour crimes contre l'humanité. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Radim Silla, vous êtes docteur en informatique, également spécialiste de programme à l'UNESCO. Bienvenue. Et avec nous également nos éditorialistes. Alfred Chongo, bienvenue. Très heureux de vous retrouver autour de ce plateau, Fanny, et puis à mes très chers téléspectatrices aussi. Merci de leur accueil. Et Daoud Attal, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, l'actualité du jour. La présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, ne sera pas candidate à sa succession. Moins de 3 mois avant l'élection du prochain président qui aura lieu en juillet prochain à Kigali, au Rwanda. C'est l'occasion pour nous de nous pencher sur le bilan de son mandat. Birama Saonera. Élu à la tête de la Commission de l'Union africaine en juillet 2012, Nkosazana Dlamini Zuma ne se présentera pas pour un second mandat. Au cours des 4 années à la tête de l'institution panafricaine, la Sud-Africaine a lancé un projet de transformation de l'Afrique baptisé Agenda 2063. Pour certains observateurs, elle a plaidé pour une meilleure intégration économique du continent. Cependant, d'autres reprochent à Nkosazana Dlamini Zuma de ne pas s'être suffisamment impliquée dans le règlement des crises en Afrique. Lorsqu'on regarde ce mandat, elle a hérité d'une situation sociopolitique très délicate en Afrique. Déjà en 2012 avec la crise malienne, en 2014 avec la maladie à virus Ebola et les crises burundaises successives aujourd'hui. Donc si nous parlons d'un bilan, le bilan paraît quasiment négatif. Parce que l'Afrique n'a pas su réaffirmer son leadership par rapport à toutes ces crises-là. En 2012, Nkosazana Dlamini Zuma a été victorieuse face au président sortant de la commission de l'UIA, le Gabonais Jean Ping, au terme d'une lutte de plusieurs mois qui avait divisé l'organisation. Son élection à la tête de l'institution panafricaine avait été célébrée comme un grand succès de la diplomatie sud-africaine. C'est une décision politique qui a voulu que notamment Mme Zuma soit à la tête de cette commission-là. On a vu le contexte notamment d'éviction de M. Jean Ping. On se rappelle un peu de l'antagonisme entre le bloc francophone et le bloc anglophone incarné par les pays de la SADC et de l'Afrique australe pendant l'élection de Mme Zuma. C'est une décision politique. Malheureusement, à mon humble avis, il fallait vraiment des technocrates à ces postes importants pour que nous puissions relever les défis importants pour le continent africain. Le successeur d'Nkosazana Dlamini Zuma sera désigné lors du prochain sommet de l'Union africaine qui se déroulera à Kigali, la capitale rwandaise. Son adjoint et les 8 commissaires de la Commission seront tous connus au cours de cette rencontre des chefs d'État et des gouvernements du continent. Alors Alfred, pour le bilan, on dit un manque de leadership et d'engagement dans les crises qu'a connues le continent. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Non, je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse, Fanny. Il faut savoir dans quelles circonstances Nkosazana Dlamini Zuma a été élu comme à la tête de la Commission africaine. Et quelles sont les crises qu'elle a rencontrées durant son mandat. Et savoir qu'elle n'a pas plus de pouvoir que les anciens secrétaires généraux de l'OUA et puis de l'Union africaine avant qu'on ait choisi cette formule-là de la présidente de la commission de paix et justice. Donc, le pouvoir d'action revient toujours au chef d'État de l'Union africaine. Depuis la création de cette organisation panafricaine continentale, le secrétaire général ou la présidente de la commission ont toujours souffert justement du fait que l'initiative, au bout du compte, revenait au chef d'État. Donc s'il y a une réforme à faire pour donner plus de pouvoir à la présidente de la commission, à ce moment-là, on pourra juger de l'efficacité ou non de son action. Nous avons fait ce reproche à Jean Ping avant lui, pendant longtemps, notamment par rapport à la crise libyenne.
Mais elle a essayé de faire au mieux, mais d'être présente à toutes les conférences où l'Afrique était engagée et de porter la voix justement de l'Afrique, notamment au sommet Amérique par exemple et Afrique, et au sommet sur le climat, à tous les sommets qui ont eu lieu en tout cas à travers le monde, où elle a essayé de porter haut et fort la voix de l'Afrique. Et elle a beaucoup interpellé aussi les chefs d'État africains sur les questions des guerres, sur les questions des femmes, sur les questions de la jeunesse. Après tout, elle n'a que cette fonction-là à remplir. Le reste, c'est au chef d'État qu'il revient justement d'appliquer, d'être plus volontaire. Daouda, mais si on lui concède que son champ d'action reste assez limité, est-ce que ces prises de position n'ont pas été trop limitées et trop tardives ? Des prises de position peut-être de la part de l'Union africaine, l'institution globale. Moi, je rejoins totalement Alfred sur ce point-là. Regardez comment fonctionne l'Union européenne. La Commission de l'Union européenne est quand même la pièce centrale du moteur qu'est l'Union européenne. Il y a une certaine liberté, en tout cas, je dirais pas d'action, mais une liberté de plaidoyer. Il y a beaucoup de questions qui sont centralisées au niveau de la Commission. Et bon, en Afrique, on va le dire, on copie, mais parfois on copie mal. Étant donné que là, la Commission de l'Union africaine devait être l'organe central même qui mène des études, qui mène des questions en avant, parce que les chefs d'État sont trop pris par leur agenda, ça déjà. Et ensuite, on ne peut pas être expert dans tout. Donc, les personnes qui sont à la tête de la personne qui est à la tête de la Commission européenne doit vraiment avoir une marge de manœuvre pour pouvoir, en tout cas, attirer les chefs d'État vers des questions centrales. Et je pense qu'il y a une réforme à faire à ce niveau-là si on ne veut pas que l'Union africaine devienne une grosse machine à broyer de l'air. Et je pense que personne ne le souhaite. Et puis davantage impliquer la société civile et les populations dans cette construction vers une Afrique unie que tout le monde souhaite. Radim Sylla, de votre côté, vous faites le même bilan de ce mandat de Dlamini Zuma ? Disons, en tant qu'observateur un peu éloigné de ces problématiques, de ces questions-là, je n'ai pas le sentiment en tout cas qu'il existe une dynamique réelle au niveau de l'intégration panafricaine. Je n'ai pas le sentiment que les peuples, en tout cas, soient embarqués dans cette dynamique d'intégration, dans l'esprit, en tout cas, de ces précurseurs. Je pense à Kwame Nkrumah, à Cheikh Anta Diop. Donc cette vision panafricaine de l'intégration africaine ne me semble pas être au cœur de l'agenda, en tout cas, de l'organisation aujourd'hui. Et malheureusement, je crois que peut-être que l'organisation devrait se fixer des objectifs très simples, un agenda vraiment limité au niveau de l'intégration d'abord des peuples, au niveau des investissements sur les infrastructures, des objectifs très simples, quantifiables et mesurables à terme pour pouvoir progresser de manière assez dynamique vers la voie de l'intégration. Mais malheureusement, je n'ai pas ce sentiment-là. Merci. Dans l'actualité également, Simone Bagbo, l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire, à nouveau devant les juges. Elle a comparu ce lundi au tribunal d'Abidjan pour une audience solennelle. Son procès pour crime contre l'humanité, lui, démarre le 31 mai prochain. Oumou Kassoumba. 1 an après sa première condamnation à 20 ans de prison, notamment pour attentat contre l'autorité de l'État, l'ancienne première dame de la Côte d'Ivoire sera jugée pour crime contre l'humanité et crime de sang. Ce sera à partir du 31 mai 2016 à Abidjan. Selon les spécialistes, elle encourt la prison à vie, conformément au code pénal ivoirien. Simone Bagbo, actuellement incarcérée à Abidjan, était présente au tribunal ce lundi 9 mai. Comme je l'ai dit, je vois en tant que défenseur des droits de l'homme, on se réjouit qu'enfin ce procès puisse avoir lieu. Parce qu'il y a eu, comme on le dit, il y a eu, selon les chiffres officiels, plus de 3000 morts. Il fallait qu'il y ait un procès. Et si c'est réjoui de ce procès, mais tout ce que nous demandons, c'est vraiment que ce procès soit équitable. Et là, c'est vraiment très important. C'est vraiment très important pour nous et pour la plupart des victimes. Et nous, par contre, ce qu'on peut ajouter, c'est qu'au-delà de Mme Gbagbo, que ce procès soit ouvert pratiquement à toutes ces personnes qui ont commis des crimes contre l'humanité pendant la crise en Côte d'Ivoire. Simone Bagbo a comparu ce lundi en même temps que 13 de ses co-accusés. Les avocats de l'ex-première dame ivoirienne dénoncent la composition des membres du jury. Ils estiment que la liste des jurés est composée à majorité de personnes issues du Nord ou malinké, alors que leur cliente Simone Bagbo est poursuivie pour crime sur des gens du Nord.
Mais écoutez, je tiens à vous dire déjà effectivement que nous protestons parce que les jurés en assises constituent 80% de la décision qui va être rendue. Le gouvernement ivoirien devrait revoir la composition de la liste des jurés. Mais bon, même si elle la revoit, elle la reverra pour 2018, 2019, je veux dire, ou 2020, ça ne servira plus à rien. Âgé de 66 ans, Simone Gbagbo se présentera le 31 mai devant la Cour d'assises ivoirienne. L'État ivoirien refuse son transfèrement à la Cour pénale internationale. Les autorités se disent en mesure d'assurer en toute équité le procès de l'ex-première dame ivoirienne. Daouda, la CPI avait demandé de l'extradition de Simone Gbagbo. La Côte d'Ivoire a refusé. Est-ce que le pays peut assurer un procès équitable ? Bon, moi je pense que, alors dans le contexte d'aujourd'hui, j'en doute, comme beaucoup. J'en doute comme beaucoup. Maintenant, est-ce que la CPI aurait été mieux? Je n'en suis pas forcément sûr non plus. Donc la question, elle est là aujourd'hui, mais il y a quand même quelque part un problème parce que vous avez l'ancien président Laurent Gbagbo qui va être jugé à la CPI pour les mêmes crimes sur ce deuxième procès de Mme Simone Gbagbo, c'est-à-dire crime contre l'humanité, et puis son épouse jugée en Côte d'Ivoire. Là, il y a quand même des questions à se poser. Donc, je pense que si la Côte d'Ivoire est capable de juger Simone Gbagbo pour les crimes contre l'humanité, bon, le premier procès consistait à juger contre tout ce qui est attentat à la sûreté de l'État, trouble à l'ordre public. D'ailleurs, ces questions sont des questions fourre-tout. On peut voilà, c'est assez facile de dire que quelqu'un a troublé l'ordre public. Maintenant, les faits sont graves. Moi, je pense qu'il faut justice. Maintenant, il faut une justice équitable. Pour revenir sur votre question, je n'ai pas forcément de position. Ma position, elle est celle-ci. Pourquoi juger Laurent Gbagbo à la CPI et Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire? Si la Côte d'Ivoire est capable, qu'elle les juge au même endroit tous les deux, pour les mêmes faits. Et c'est la question qu'on se pose, mais j'espère simplement que ce procès ne va pas retarder la réconciliation nationale parce que la Côte d'Ivoire en a besoin. Alfred, on revient à l'éternel débat. Est-ce qu'il faut craindre une justice des vainqueurs en Côte d'Ivoire ? Je crois, Fanny, que c'est une fausse bonne question. En réalité, il n'y a pas question de justice de vainqueur ou justice de vaincu. La justice, elle est une et indivisible et juge et connaît des faits de la même façon. Ce que je pourrais ajouter, c'est que jusqu'à présent, ceux qui disent justice des vainqueurs se basent sur le fait, effectivement, qu'il y a le camp de Gbagbo qui est jugé. Mais personne de ceux qui disent ça n'a porté plainte contre le camp de Gbagbo devant les juridictions ivoiriennes. Il faut que, s'ils veulent justement que la justice se fasse, mais qu'ils portent, s'ils disent qu'il y a telle personne du camp de Alassane Dramane Ouattara qui est impliquée dans les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, qui porte plainte justement, comme ça on verra si cette justice refusera de les juger. Ça c'est un... Ce qu'on attend de la justice, c'est qu'elle soit équitable, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Alfred, quand on voit que, par exemple, pour le premier procès contre l'attentat à l'autorité de l'État, la condamnation de Simone Gbagbo a été 2 fois supérieure aux réquisitions de l'avocat général. Est-ce que ça ne fait pas craindre quand même un manque d'équité ? Là, pour le coup, c'est un procès qui s'est fait dans la précipitation, dans l'impréparation totale, et ça a surpris tout le monde. On a été un peu déçus justement que dans le souci de remettre la justice ivoirienne sur pied, on ait précipité ce procès-là. On aurait pu instruire davantage, essayer de connaître réellement quelle était la part de responsabilité de Simone et Yvette Gbagbo dans les faits qui lui étaient reprochés et permettre justement à ses avocats d'avoir accès au dossier. Et que donc là, effectivement, ça avait donné l'impression d'une disproportion entre les réquisitions de l'avocat général et finalement le verdict final. De toute façon, le juge est indépendant, il est suprême. C'est-à-dire, le procureur ou l'avocat général peut faire des réquisitions. Au bout du compte, c'est le juge qui tranche. Et donc, du coup, malheureusement, il n'y avait pas possibilité de faire appel. Donc, voilà, elle a été condamnée à ses 20 ans. Ce que j'espère vraiment pour le procès actuel, c'est que la justice ivoirienne s'est très bien préparée pour éviter justement la répétition des mêmes erreurs du premier procès, pour qu'effectivement elle soit jugée
en fait et en droit sur sa responsabilité réelle dans les événements qui lui sont, les faits qui lui sont reprochés. Merci. Nous allons marquer une courte pause. Un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.